Certaines personnes pensent que le mode, on va dire, le plus tranquille de notre psyché serait d'être vide de pensée, à traiter le mental comme une sorte de parasite qu'il faudrait faire taire. Si notre cerveau a cette capacité de repenser, c'est pour nous adapter au mieux. Un cerveau qui est en vie va émettre de la pensée. Et habituellement, les ruminations, elles naissent d'une affaire non réglée. C'est un petit peu comme un facteur ou une factrice qui nous amènerait un courrier. Le but, c'est de trouver une solution ou de régler un problème, mais tant que j'ai pas pris le courrier, il sera toujours à ma porte et il va toujours envoyer les coups de sonnette. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Notre cerveau est un organe formidable, mais qui nous joue parfois des tours. Il a par exemple la capacité de revenir en boucle sur ce que l'on a dit ou fait, pour le meilleur ou pour le pire. Les ruminations font partie de notre fonctionnement. Elles peuvent nous éclairer, mais aussi nourrir une culpabilité qui parfois nous pèse. Comment apprivoiser nos pensées ? Comment ne pas les voir comme un défaut, mais sortir du cercle vicieux qu'elles entretiennent lorsqu'elles sont négatives et les transformer en une action juste ? Et comment ce vagabondage mental peut être en réalité fertile pour notre créativité ? On va parler aujourd'hui de la culpabilité pour s'en libérer, mais aussi des dimensions de la rumination, du rôle de notre mode par défaut et des techniques concrètes pour apaiser notre esprit. Aujourd'hui, je reçois cet invité qui est psychologue et spécialiste des émotions. Je suis ravie de l'accueillir pour la première fois dans Métamorphose, dans le studio de Genève. Bonjour Yves-Alexandre Talman. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien ? En général, c'est les psys qui demandent ça en cabinet. Alors, vous avez fait bon voyage pour venir jusqu'ici ? J'ai fait bon voyage pour venir jusqu'ici, oui. Ouais, c'est parfait. Alors, vous venez de publier 2 livres libérateurs qui se répondent finalement et se complètent. Le premier, c'est Adieu la culpabilité aux éditions Jouvence et le deuxième, c'est Éloge des ruminations mentales aux éditions Odile Jacob. Alors, ces 2 livres, ils sortent pas tout à fait exactement en même temps, mais enfin pas loin, ils se font écho. On va d'abord parler des ruminations mentales et puis dans un deuxième volet de cette émission, on parlera de la culpabilité. Il y a un lien absolument évident entre les deux. Comment est-ce que vous êtes arrivé d'ailleurs à ce sujet des ruminations mentales ? Dans mon travail, alors que ce soit avec des plus jeunes, des étudiants, que ce soit avec des personnes qui viennent chercher de l'aide, il y a souvent le thème des ruminations mentales. Vous savez, je me réveille à 2h du matin, puis ça commence à travailler, et puis c'est difficile. Et puis, je dois dire que très vite, j'ai remarqué qu'il y avait une impasse. C'est que si on regarde la littérature populaire, on va dire diffusée sur le domaine, en gros, la piste qui est proposée, c'est mindfulness, pleine conscience, retour à l'instant présent. Et j'ai tout un ensemble de personnes qui me regardent et avant même que j'ai ouvert la bouche, elles me disent « Stop, je ne veux pas entendre parler de ça, j'ai essayé, ça ne me convient pas. » Et effectivement, je me suis dit, il doit y avoir autre chose. Moi, je dois dire que dans un domaine, quand tout le monde dit la même chose, c'est que ça devient une mode. Et puis, j'aime bien, alors là, aller creuser un petit peu plus loin. Et effectivement, il existe beaucoup d'autres pistes qu'on peut utiliser pour apprivoiser nos ruminations mentales. Oui, et on va évidemment en parler. Et nourri aussi par de nombreuses études scientifiques sur ces thématiques. Donc, c'est ça qui est aussi vraiment intéressant. C'est vrai que vous insistez, vous venez un peu de le dire, que on a le sentiment que le mot rumination n'est que négatif en fait, alors que vous dites qu'elles peuvent être aussi bénéfiques que néfastes. Pourquoi finalement est-ce qu'on a un a priori aussi négatif justement sur les ruminations ? Alors, sur ce mot de rumination, je ne sais pas s'il existe dans d'autres langues de connoter de manière aussi négative ou pas forcément d'ailleurs. Alors c'est vrai qu'en français il est connoté très lourdement. Oui. Après, on pourrait parler de repenser ou de rethinking, qui est peut-être un petit peu plus neutre. Mais effectivement, il y a une mauvaise réputation. Alors, d'une part, parce que les gens qui le vivent éprouvent des émotions plutôt désagréables. Et puis, d'une autre part, il y a quand même tout un courant, je pense, qui nous provient des philosophies orientales, un petit peu, on va dire, occidentalisées, qui nous amène à traiter le mental comme une sorte de parasite qu'il faudrait faire taire pour revenir dans une sorte de béatitude de l'instant présent. Mais vous voyez que quand j'en parle, je dis que c'est un projet qui est loin de convenir à beaucoup de monde, déjà, et peut-être qui est souhaitable en tant que tel. Oui. Pourquoi ? Parce que si notre cerveau a cette capacité de repenser, c'est pour nous adapter au mieux.
Oui, absolument. Et on va en parler évidemment longuement. J'avais envie de commencer, alors c'est tout à la fin de votre ouvrage, mais que vous nous donniez des types de rumination. Alors vous citez le chagrin, la tristesse, la contrariété, les regrets, l'inquiétude, l'injustice, la honte. Est-ce qu'il y en a un ou deux comme ça que dont vous avez envie de nous parler? Peut-être qui revient le plus souvent dans les consultations, ou en tout cas, voilà, dont vous avez envie de parler. Alors, c'est des déclinaisons en fait de deux grandes thématiques Oui. qui vont en fonction de l'axe temporel, on pourrait dire. Il y a les ruminations rétrospectives vers le passé. Alors là, on a les regrets, la culpabilité, la honte, le chagrin. Et puis celles qui nous projettent vers l'avant, donc l'anxiété, évidemment, la peur, la préoccupation. Et puis on voit que c'est un peu différent. Je me fais du souci pour ce qui va arriver ou je regrette ce qui a eu lieu. Oui. Là, on a deux dimensions, on va dire, un petit peu différentes. Ouais, selon la temporalité, en fait, c'est ce que vous dites. Oui, et Ouais. qu'on retrouve alors dans les troubles mentaux maintenant, soit la dépression d'un côté, soit les troubles anxieux, généralisés ou pas, de l'autre côté. Ouais. Donc c'est vraiment des mécanismes qui peuvent dérailler en quelque sorte, et puis vraiment empiéter sur le bien-être et la santé mentale. Ouais. Est-ce qu'il y a des profils un peu de ressasseurs? On a l'impression parfois d'en voir dans notre entourage des personnes qui, soit à des moments de leur vie, soit un peu en continu depuis qu'on les connaît, sont un peu en boucle comme ça. Mhm. Alors, je pourrais pas répondre à la question parce que je dois dire que je m'intéresse au processus Oui. plutôt qu'aux typologies. Plutôt que de mettre les gens dans des catégories, je préfère identifier, on va dire, les composantes du mécanisme et après, chacune peut s'approprier ce qui va être utile et bénéfique pour lui. Alors, je dis ça parce que est-ce qu'on pourrait considérer que ça pourrait être une posture parfois de vie, justement, d'avoir pris cette habitude, que le cerveau a pris cette posture, en fait, et qu'on en est même peut-être plus conscient? Oui. Alors, dans ce sens-là, tout Oui. ce qu'on fait et qu'on répète peut devenir une habitude, aussi au sens mental, cognitif du terme. Donc, si j'ai pris l'habitude, par exemple, de me parler durement quand je constate une erreur ou une maladresse, c'est sûr que c'est tellement automatique que c'est les premiers mots qui me viennent à l'esprit quand ça arrive. Ouais, c'est ça. Ruminer, ressasser, se morfondre, est-ce que tout ça, on est dans le même champ ou pas forcément? Alors, ça pourrait, mais je pourrais ruminer constructivement. C'était du reste le titre de travail de mon ouvrage, Oui. apprendre à ruminer constructivement, c'est-à-dire à remettre sur des rails constructifs, bénéfiques, ce mécanisme dont nous sommes dépositaires. Oui. À quel moment est-ce qu'on peut s'apercevoir que ces ruminations deviennent une souffrance et on a glissé sur la pente justement plus pathologique? Et quelles sont les ruminations que vous considérez comme, je dirais, faisant partie, on y reviendra évidemment, de notre fonctionnement humain? Alors bon, c'est la question de la santé mentale de façon Oui. générale, et je mets un avertissement au début du livre. Si une personne se rend compte qu'elle est dans ces mécanismes de rumination et que ça empiète sur le quotidien, donc c'est pour les spécialistes de la santé mentale, c'est ça le critère. Je vous donne un exemple, je peux avoir peur des chiens, ok, ma vie n'est pas perturbée plus que ça. C'est mon cas, c'est marrant. Vous preniez cet exemple. Je peux avoir la phobie des chiens. Ouais. Et à la limite, je vis dans un univers où il n'y a pas trop de chiens, donc ça va. Mais si je peux plus sortir dans la rue de peur de croiser un animal, ou bien que je peux plus aller au parc, ou que je peux plus aller chez des amis parce qu'ils ont un chien, là, ça handicape quand même ma vie, mon quotidien. Et c'est là, bien sûr, où il faut aller consulter. Donc c'est un peu subjectif, ce degré de souffrance, où tout d'un coup on se dit, non, là c'est trop, ma vie est trop perturbée, et donc il faut que je fasse quelque chose. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par cette problématique quand elle devient souffrance. Des ruminations ? Oui. Alors, on les retrouve dans les cabinets des psychiatres ou des psychothérapeutes, Oui. avec des états dépressifs ou avec des états anxieux, pour citer les principaux, effectivement. Il y a des moments de vie où on n'est plus touché par cela. Vous parlez pas trop, par exemple, mais parce que c'est pas forcément dans votre champ d'investigation, des phases de vie plus hormonales où on sait que l'anxiété ou les ruminations peuvent toucher le postpartum, la femme ménopausée, etc., etc. Alors, si c'est plus fréquent ou plus intense, les outils qui sont déployés peuvent quand même être utilisés, avec toujours cet avertissement que si ça dépasse un certain seuil de souffrance, alors là, il est conseillé d'aller consulter. Ouais, puis il y a d'autres outils thérapeutiques à ce moment-là aussi. Ouais. Tout à fait.
Alors, ce serait intéressant que vous puissiez nous décrire le processus des 3 composantes des ruminations mentales. Pensée intrusive, affect désagréable, repensée, vous l'avez dit, plus ou moins volontaire, qu'on ait, même visuellement, quand vous allez l'expliquer, un peu une cartographie du chemin que ça prend. Je trouve ça, et vous avez beaucoup de schémas d'ailleurs dans l'ouvrage, c'est vraiment intéressant parce que moi qui ai une mémoire très visuelle, en plus ça permet de bien comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Enfin dans le cerveau et dans le corps aussi. J'ai une première formation dans les sciences naturelles en tant que physicien. J'ai gardé ce goût des schémas, des formules où les idées vont être condensées pour que en peu de mots ou en peu de symboles, on arrive à comprendre de quoi il s'agit. Merci pour nous, en tout cas ceux qui aiment les schémas. Moi, j'en fais partie. On en mettra d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, si vous êtes d'accord, pour bien voir. Oui. Alors, à la base, si vous voulez, il y a une question. Est-ce que on rumine ou est-ce qu'on est ruminé, si vous me passez l'expression. Autrement dit, est-ce que c'est volontaire ou involontaire ? Et là, au niveau scientifique, il y a déjà pas mal de questions, de questionnements, de débats. Et si on se pose la question en termes exclusifs, on arrive dans l'impasse. Et quand on commence à considérer que ce sont des composantes qui se surajoutent, c'est-à-dire qu'il y a des parties involontaires, des pensées qui s'imposent à nous, et une partie plus ou moins volontaire où on nourrit ces pensées en pensant avec notre voix intérieure, alors vous voyez que ça rend le mécanisme plus complexe. Il n'est pas monolithique, mais au contraire, il est composé. C'est un cocktail, en fait. Oui. Et puis, on ajoute encore les émotions, qui est un peu le fuel, qui fait que ça va perdurer. Et puis, on a effectivement une sorte de trilogie ou de triade, avec d'une part des pensées spontanées, alors intrusives, qui apparaissent dans le champ de conscience, des émotions qui peuvent venir amplifier tout ça, et puis une autre voix intérieure qui s'y met, où on commence à se parler à soi-même d'une certaine façon. Oui. Alors c'est intéressant parce qu'on peut avoir ce phénomène d'œuf et la poule, c'est-à-dire que parfois la pensée intrusive naît de l'affect, entre guillemets, de l'émotion, et parfois inversement, comme vous venez de le décrire. Ça peut aller dans tous les sens. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas linéarisé avec 1, 2, 3, mais plutôt comme une sorte de boucle ou de cercle qui peut se révéler vicieux, bien sûr, ou vertueux, si on l'utilise à bonne fin. Mais les 3 se répondent, se superposent et se combinent. C'est pour ça d'ailleurs que vous dites dans votre ouvrage que quand on s'intéresse à ce sujet, on va regarder plusieurs typologies de sciences, puisque finalement, vous essayez de prendre et de regarder les études dans plusieurs disciplines à la fois pour en faire une espèce de synthèse. C'est ça, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une science, on va dire, à part entière des ruminations, mais beaucoup de recherches avec des angles différents, ce qui fait que même au niveau scientifique, parfois, les chercheurs ne communiquent pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes définitions et où ils mesurent le phénomène pas de la même manière, ce qui fait que c'est un petit peu plus difficile de s'y retrouver. Et il y a un travail de synthèse, c'est un petit peu ce que j'ai fait ou tenté de faire avec cet ouvrage. Alors, comment vous parlez aussi du réseau du mode par défaut, je le disais en introduction, au niveau des pensées. C'est intéressant d'expliquer. Alors, on va vous donner aussi des exemples concrets parce qu'on ne va pas rester que dans de la théorie, mais ça nous permet de comprendre cette histoire de mémoire sémantique de soi-même, épisodique, et des interactions sociales. Je trouve que quand on a la carte de notre fonctionnement, peut-être qu'on peut faire aussi après un pas de côté pour mieux comprendre ce phénomène quand il nous arrive. Oui, alors ça c'est une grande découverte maintenant, elle a une petite trentaine d'années, mais c'est l'idée qu'un cerveau ne fait jamais rien. Bon, on pouvait s'en douter, même dans le sommeil, il y a des mécanismes particuliers, mais on peut lire parfois, où certaines personnes pensent que le mode, on va dire, le plus tranquille de notre psyché serait d'être vide de pensée. Mais ça, si ça arrive définitivement. Là, on parle d'un cerveau qui est mort. Un cerveau qui est en vie va émettre de la pensée. Donc, les scientifiques se sont rendus compte que lorsqu'on n'est pas engagé dans une tâche, lorsqu'on n'a pas notre attention qui est focalisée sur un objet, alors on a 5, mais il y en a plus en réalité, hubs cérébraux qui commencent à communiquer de contact. Donc, on parle de concert. On parle bien d'un réseau. Il y a quelque chose qui se passe, c'est pas aléatoire. Et donc, c'est une sorte de fonctionnalité du cerveau, et on pourrait dire aussi de l'esprit, lorsque nous ne sommes pas concentrés sur une tâche. Et là, c'est effectivement ce réseau du mode par défaut, qui a été appelé comme ça, non pas que ce soit un défaut, mais qu'il apparaît lorsque notre cerveau ne fait pas autre chose.
Oui, on pourrait dire peut-être le mot veille, même à la place de par défaut, enfin, j'en sais rien. Ça ferait un peu comme l'écran de veille d'un Oui. ordinateur, et la métaphore, elle fonctionne, Elle effectivement. fonctionne, oui. Ça veut dire qu'il y a une activité métabolique, mais aussi l'entretien. Hein, et maintenant, on sait que ça a à voir avec cette mémoire ou la mise en réseau des informations pour pouvoir être utilisée après coup. Donc la mémorisation, la compréhension, la création de liens. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de savoir ça d'ailleurs? C'est intéressant parce que ça nous dit que justement, on ne peut oui. pas déjà ne pas avoir de pensée, ce que vous disiez à l'instant. Ouais. Que faire le vide, on peut faire le vide d'une certaine manière, mais je dirais que faire le Durant vide de un pensée, certain temps, comme voilà. dans des exercices de méditation. Voilà, oui. mais sinon, ne pas avoir de pensée n'est pas possible. Ouais. Et qu'on a toujours cette tâche de fond, comme vous l'avez bien décrit, Voilà. cet écran qui est là, quoi qu'on fasse, y compris pendant les phases de sommeil, hein, avec le rêve et tout un tas d'activités. Voilà, donc pourquoi c'est important de le savoir, ça, de le conscientiser? Parce que si on regarde de nouveau dans le vocabulaire courant, ne pas être concentré ou affairé, c'est plutôt perçu comme quelque chose de négatif. Un enfant qui est dans la lune, qui est inattentif, qui rêvasse, vous voyez, il y a des connotations sur ces termes, alors que c'est absolument nécessaire pour le cerveau. Et à l'heure actuelle, où apparemment on ne tolère plus du tout la frustration de l'ennui, il n'y a qu'à regarder, hein, je suis arrivé en train, et je peux vous dire que personne regarde à travers le vitrage, à voir défiler les paysages et à laisser son cerveau vagabonder. Hein. C'est directement, enfin, si je vais dire le journal et un livre, non, c'est pas vrai, c'est smartphone. Donc, si on a tout le temps les yeux rivés sur un écran, quelque part, notre cerveau, il peut plus faire ce travail d'épurage, d'élagage et d'entretien, on pourrait dire. Alors justement, vous me tendez une perche, vous vous êtes beaucoup penché sur cette histoire de vagabondage mental, de vagage, de vagabondage, mind wandering en anglais. Et il y a beaucoup d'études en fait sur le sujet. Ça, c'est très intéressant parce que ça nous dit précisément ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que en réalité, quand on est dans ce mode, il se passe beaucoup de choses et beaucoup de choses très importantes et très intéressantes pour nous-mêmes, qui nous permettent de construire, en réalité, notre psyché, notre créativité, nos émotions, qui permettent en tout cas à tout un écosystème de faire certaines choses. Et vous allez nous expliquer quoi, d'ailleurs? Oui, alors il y a à voir avec la compréhension, on va dire, du monde et de soi-même. Oui. Donc, on sait que les zones du cerveau liées à la conscience de soi, ce qui nous permet de dire je, enfin de raconter notre histoire, qui nous sommes, ça a à voir avec ce fonctionnement du réseau par défaut, et aussi la compréhension des choses. Donc, c'est la transition de la mémoire épisodique vers la mémoire sémantique. C'est intéressant, mais apprendre, c'est oublier. Ce que je veux dire par là, c'est que si je fais des expériences avec différents... Prenons des animaux, prenons un enfant, voilà. Il fait plusieurs fois une expérience avec un chat, et après quelques-unes de ces expériences, il peut abstraire. Il sait ce qu'est un chat, et il n'a pas besoin d'avoir vu tous les chats pour savoir ce que c'est que cet animal. Donc, ces expériences personnelles peuvent s'effacer au profit de la compréhension, ce qu'on appelle mémoire sémantique. Ah, j'ai compris ce qu'était un chat. Oui. Donc, on efface les détails ou on oublie les détails pour aller dans l'essentiel de la compréhension. Donc, vous voyez bien que si notre réseau par défaut ne peut pas faire ce travail, ça va quand même empiéter sur nos facultés de compréhension. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que on a vous parlez de vagabonder de manière constructive. Alors, et j'avais envie de dire, comment est-ce qu'on peut reconnaître une réflexion intérieure qui est constructive, justement, et voire même la provoquer? Puisqu'en fait, par rapport à ces ruminations, quelles qu'elles soient, on peut ne pas être passif, parce que vous apportez des solutions, vous nous aidez, et on peut les orienter. Ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, première chose, si elles arrivent, c'est pas pour rien. Oui. Je pars du principe que notre cerveau, même si c'est un bricolage de l'évolution, ce qu'il fait, il a appris au fil du temps à bien le faire. Et en l'occurrence... Vous voulez dire que ça a un sens? Ça a un sens. Oui. Ça a un sens au sens d'une direction, aussi un but à atteindre. Oui. Et habituellement, les ruminations, elles naissent d'une
affaire non réglée, unfinished business, Ouais. ou en suspens, quelque chose qui nous tracasse. Habituellement, on rumine pas sur un épisode qui est terminé et bien terminé. Celui-ci, il est classé dans notre mémoire. On peut s'en souvenir pour se faire plaisir. Mais Et on en reparlera tout à l'heure à propos de la culpabilité d'ailleurs. voilà. Ouais. Alors, imaginons une situation de rumination. J'ai dit quelque chose à un ami, et puis après coup, je reviens, et puis je me repasse en boucle la conversation, de dire, ouh là, peut-être que ce que j'ai dit, ça va le froisser. Et puis ça va créer une tension entre nous. Donc ça veut dire que l'état que j'aimerais est être bien avec mon ami, et puis la réalité, enfin la réalité imaginée, ce que j'imagine, c'est-à-dire une tension entre nous, fait que mon cerveau va me renvoyer cette pensée parce qu'elle doit être traitée quelque part. Il y a quelque chose qui pourrait être fait ou devrait être fait pour rétablir l'équilibre. Oui. Et c'est là où le réseau par défaut va faire le job, entre guillemets, et puis nous amener à ces pensées pour qu'on puisse les prendre en charge et puis aller vers des solutions. Oui. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que il y a comme un message qui est délivré et qu'il conviendrait d'entendre. C'est ça. Voilà, et de ne pas justement se dire déni. Alors, parfois c'est l'inconscient qui peut prendre le dessus et mettre ça sous le tapis. Mais si on veut bien l'entendre et si on l'entend bien, cette rumination, de dire il va falloir faire peut-être quelque chose. Ouais, vous savez, c'est un petit peu comme un facteur ou une factrice qui nous amènerait un courrier. Je peux me boucher les oreilles, je peux même faire un sublime exercice de méditation qui me coupe de tout ça, mais tant que j'ai pas pris le courrier, il sera toujours à ma porte et il va toujours envoyer les coups de sonnette. Oui. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de trouver une solution ou de régler un problème. Je peux m'en détourner du problème. Il est toujours là. À part, je dois quand même mettre une nuance, que parfois la solution, c'est qu'il n'y en a pas. On appelle ça l'acceptation. Oui, bien sûr. Vous pouvez nous donner des cas où voilà, il y a des situations qui ne dépendent pas de nous et donc voilà, la perte d'un cher, etc. Ah, on peut prendre celui-ci, mais vous voyez, Oui. il y a encore cette dimension d'apprentissage. Je reprends mon exemple de conversation, mais Oui. cette fois avec une personne qui est plus là définitivement. Alors là, je rumine, puis je me dis, mais pourquoi j'ai pas dit à maman, à la fin de sa vie, qui était encore lucide, à quel point je voulais la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour moi, etc. J'ai beau réfléchir tout ce que je veux, il n'y a pas de solution, sauf si j'ai des croyances par rapport à quelque chose de métaphysique. Mais imaginons... pourquoi mon cerveau il me renvoie à cette idée puisque je peux rien faire? C'est que, vous voyez, si je peux rien faire par rapport à maman qui est décédée, il y a une leçon générale quand même. Et la leçon générale, ça peut être qu'il ne faut pas attendre que les gens soient plus là pour leur dire qu'on les apprécie. Et c'est pas pour rien que cette pensée, elle revient. Donc même s'il n'y a pas d'action concrète à faire pour le corps même Oui. de la situation, il y a une leçon générale qui me permet de modifier mon comportement et de m'adapter au mieux. C'est ça le but du cerveau, s'adapter au mieux au présent et à l'avenir. Donc là, je pourrais dire, par exemple, j'ai pas pu le dire à ma mère, donc en revanche, je peux le dire à mon père qui est encore là, ou à mes enfants, ou à des proches, et puis je peux poser une action qui va donc me libérer potentiellement de cette rumination. C'est ça. Ça va classer le Ça va sujet classer dans ma mémoire. Ouais. C'est ça. Alors donc, ça veut dire quand même que si c'est pas traité, ça reviendra. En fait, c'est quand même un peu ça que vous dites. C'est l'état de la science, si vous voulez, on appelle ça la mémoire prospective. C'est comme si je me dis, il faut pas que j'oublie aujourd'hui, en allant à la gare, d'acheter du pain pour le repas du soir. Tant que j'ai pas acheté mon pain, je vais avoir ces rappels qui vont se faire jour dans ma conscience. Mais une fois que j'ai acheté mon pain, c'est fini, j'y pense plus. Oui. Est-ce qu'on peut leurrer le cerveau, c'est-à-dire lui utiliser un outil ou des outils où il considérait que c'est traité? Alors là, on a dit, par exemple, le faire avec d'autres personnes puisque maman n'est plus là. Est-ce que si j'écris ma rumination, etc., donnez-nous peut-être quelques outils. Oui. Alors, c'est pas leurrer en tant que tel, mais c'est utiliser les fonctionnalités. On a remarqué, enfin, la recherche a mis en évidence que se créer des plans d'action, ça permet de stopper, on va dire, l'irruption de ces pensées spontanées. Alors attention, quand je parle de plans d'action, c'est des vrais plans d'action avec du concret. Qui, quoi, quand, où, comment. Et non pas des intentions.
pour le cerveau, les intentions, en fait, c'est du vent. Il faut pas que j'oublie d'appeler mon ami pour. Parce que c'est pas du tout la même chose que de me dire, mardi soir, quand je rentre du travail, la première chose que je fais en rentrant chez moi, c'est que j'appelle cet ami pour lui proposer telle ou telle action. Oui. Et là, vous voyez, c'est comme si c'était fait. Pour le cerveau, c'est dans le pipeline, je peux rien faire de plus, mais c'est programmé. Oui, d'ailleurs, c'est une ligne qui est un peu fine dans cette matérialisation de l'intention. Parce que là, on passe à l'action. C'est ça. Voilà. Et le cerveau, vous savez, on pourrait dire de façon alors très synthétique, et je préfère la formulation anglo-saxonne, elle est meilleure, mais thinking is for doing. Penser, c'est pour agir. Toutes les pensées sont faites pour action. Vous allez me dire, et le philosophe ? Ouais, mais un philosophe qui pense et qui ne communique pas le fruit de ses pensées, qui ne parle pas, qui ne donne pas de conférences ou qui n'écrit pas de livres, il y a une stérilité de la pensée. Ça devient stérile, exactement. Ouais. Donc là, il faut qu'il y ait une fécondité de la pensée au sens de l'action. C'est ça. Ouais. On était quand même parti du vagabondage mental, du vagage. Et c'est intéressant peut-être de revenir en quoi ces associations en fait, d'idées, qui peuvent être fécondes en l'occurrence, parce que là je parlais de fécondité, peuvent en fait nous emmener non pas vers justement la rumination stérile, mais vers quelque chose de fécond et de créatif, dans tous les sens du terme. Je ne parle pas de l'art quand je parle de créatif, même dans notre vie tous les jours. Tout à fait. Alors, je prends mon exemple, tant qu'à faire. Oui, on reste là-dessus, c'est très bien. Moi, j'écris. J'ai quand même plus d'une 60aine de titres à mon actif. J'écris des chroniques pour des magazines, pour des quotidiens aussi. Ces idées-là, elles ne me viennent quasiment jamais quand je suis au clavier de mon ordinateur. Mais très souvent, quand je ne suis pas en train d'y penser. Quand je suis en train de faire de la rando ou quand j'aligne des traversées dans le bassin ou sous ma douche. Et je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître. C'est quand on ne pense pas, on va dire qu'on ne se concentre pas sur un problème, qu'on a des idées comme ça qu'on va appeler créatives, c'est-à-dire nouvelles qui apparaissent. Mais on pourrait le voir avec d'autres choses, ne serait-ce qu'une série télévisée que je regarde, et puis à temps perdu, tout d'un coup j'ai une idée, ça pourrait bien être comme ça que ça va se terminer, ou peut-être que c'est comme ça que le policier va trouver qui a commis le crime. Donc ça montre que notre cerveau, c'est un peu comme une huître, avec le grain de sable, comme ça, qui gratte un peu, puis qui fait que quelque chose s'élabore. Alors ça, c'est intéressant parce que ça pose aussi cette grande question, d'où viennent les idées ? Parce que les idées, elles viennent à la fois de qui je suis constituée de mon passé, de mon histoire, de mon environnement culturel, mais d'où viennent-elles en fait ? Je vous pose la question. Comment est-ce qu'elles surgissent comme ça quand je suis dans ce vagabondage ? Ça reste mystérieux pour une partie, Alors, c'est effectivement, ça reste mystérieux, mais on pourrait dire que c'est de la recombinaison, de la combinaison de matériel psychique que l'on a déjà, en faisant varier, un peu comme les rêves. C'est souvent des situations qu'on a vécues d'une certaine façon, mais qui sont retravaillées, qui deviennent incongrues, qui dévient. Donc c'est cette latitude qui fait que tout d'un coup, on a une sorte de créativité par rapport à un matériel de base, des lectures, des rencontres qu'on a faites, enfin notre vie, quoi. Ce qui est surprenant parfois, c'est que je me souviens, au début des années 2000, j'avais monté une start-up dans le domaine de l'achat groupé. Et puis, avec mon associé, on pensait, vraiment, on a l'idée du siècle, etc. On lance notre truc, on lève des fonds. Et là, sur le marché, il y a 10 boîtes qui lancent le truc en même temps, alors qu'on avait l'impression de l'avoir lu nulle part. Alors peut-être... Et c'est quand même toujours stupéfiant de se dire, est-ce qu'il y a des idées qui sont dans l'air du temps ? On ne sait pas pourquoi. À un moment donné, il y a des modes, des tendances, et puis il y a les idées qui sortent, et puis on a l'impression que ce dont on ne parlait pas, d'un seul coup, on en parle tous. Comment ça naît, ça ? Alors, je sors un tout petit peu de nos ruminations, mais puisqu'on parle de la pensée et de son surgissement, c'est intéressant. Dans l'histoire des sciences, on a beaucoup de ces phénomènes qui arrivent un peu en synchronicité. Et bon, maintenant on a Internet, donc quelqu'un découvre quelque chose, quasiment une heure après, on peut en avoir un accès.
Mais c'est intéressant quand on regarde, par exemple, dans la physique, on a des lois, ou en chimie, on a des lois qui sont associées à des noms propres, celui qui a découvert. Et puis très souvent, on se rend compte qu'il y a eu des débats parce que plusieurs personnes revendiquaient la paternité de l'idée, mais dans des endroits très différents. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même allez, je vais le dire comme ça. On a tous le même cerveau, avec les mêmes structures. Oui. Donc la base, c'est la même. Et puis après, il y a notre individualité qui fait que chacun a ses spécificités. Mais ça veut dire que ces nouvelles idées sont accessibles, on va dire, à la plupart des gens qui se penchent dessus. C'est assez fascinant parce que je me souviens d'en avoir discuté avec Frédéric Lenoir, qui est un expert des religions. Et on voit qu'il y a des moments dans l'histoire où effectivement il y a des pensées philosophiques ou de religion qui naissent au même moment, à des moments où on imagine qu'il y a très peu d'échanges géographiques entre ces personnes-là. Donc ces histoires de pensée, on pourrait même se dire, est-ce qu'il y a des ruminations dans le sens négatif, cette fois-ci collectives, ou parfois on pense à la guerre. Si on se dit il va y avoir la guerre, il va y avoir la guerre, ou la peur. Comment ? L'éco-anxiété. L'éco-anxiété. Oui. C'est typiquement l'exemple, effectivement. Oui, puisqu'on est nourri sur les grands canaux d'information, donc la guerre, le dérèglement climatique, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir, dont le cerveau va tout d'un coup happer ces sujets et puis les transformer en rumination, bien sûr. Oui. Alors vous dites aussi que c'est passionnant, que quand on peut nommer la rumination, l'affect, ou l'émotion sous-jacente de cette rumination, c'est encore une fois, c'est plus facile. Ça, on revient à notre matérialité de tout à l'heure. C'est plus facile, et là, c'est bien d'élargir aussi notre champ de connaissance des émotions pour pouvoir les nommer. Effectivement. Alors, donc là, on aborde le chapitre des émotions, et nommer un ressenti, en fait, réduit l'incertitude. Vous savez, c'est un petit peu comme un diagnostic médical. Si le médecin me sort le nom de la maladie, même si elle est terrible, c'est rassurant par rapport à ne pas savoir à quoi sont dus les symptômes. Oui. Et pour notre cerveau, c'est comme ça. L'incertitude, c'est anxiogène. Par contre, si j'arrive à mettre le nom, tiens, là je suis triste, là j'ai des regrets, ou là j'ai peur, même si ça se combine. Moi je vois plutôt une sorte de cocktail de nouveau. Oui, protéiforme plutôt. Voilà, avec une dominante. C'est quoi la dominante ? C'est plutôt de la tristesse liée à la perte, c'est plutôt de la peur liée à un danger. Il y a des codes derrière ces émotions. Puis une fois qu'on maîtrise, on va dire la base, on se rend compte du reste qu'elles ne sont pas du tout arbitraires, les émotions. Parfois on dit c'est l'inverse de la raison. Heureusement, maintenant, on parle d'intelligence émotionnelle qui nous a dit que c'est tout le contraire. C'est très, très rationnel. Encore faut-il connaître le code. Oui, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est intéressant. Peut-être apprendre à les nommer. Et puis parfois, j'ai beaucoup aimé dans votre ouvrage, opérer une forme de distanciation par rapport à tout ça. Oui. C'est-à-dire que je vais faire un pas de côté et je peux même aller jusqu'à me parler au tu. Oui. Alors moi, du coup, maintenant, j'essaye de repérer depuis comment je me parle. Et ça porte un nom que je ne connaissais pas, je vous remercie, c'est l'endophasie. Oui, alors l'endophasie, bien sûr, c'est le discours intérieur, endo à l'intérieur. Et là, vous mentionnez les travaux de Ethan Kross, qui est un chercheur américain qui est on va dire, la référence mondiale par rapport à ceci. Et parfois, quand je le dis dans les formations que j'anime, ça fait un peu sourire, tellement c'est simple comme outil, mais je conseille vraiment aux personnes qui nous écoutent d'essayer de mettre ça en place, c'est-à-dire non seulement nommer l'émotion, mais la nommer avec une certaine distance et non pas s'identifier. Alors, petit jeu de mots, il convient d'identifier le ressenti, mais pas de s'identifier au ressenti. Et voilà, c'est une très bonne phrase là. Alors, vous voyez, si je dis « je suis triste », c'est comme si « je » égale tristesse. Je suis la tristesse. Par contre, si je me parle à moi-même, comme je parlerais à un ami, en lui disant « Ah, mais je constate que tu es triste ». Vous voyez qu'il y a une sorte de moi observateur qui parle au moi ressentant. On pense à ce qu'on dit aux enfants, tu es méchant. Au lieu de dire tu viens de faire une bêtise là à l'instant. Voilà, alors là en plus on émet un jugement plutôt que d'y aller avec l'émotion qu'il y a. Alors si on reprend les enfants, on voit bien, on va valider l'émotion, c'est des approches classiques. Puis on va dire à l'enfant, je vois que tu es triste, tu as cassé ton jouet, etc. Et ça fait du bien, c'est apaisant.
Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut utiliser son prénom pour avoir un degré de distanciation supplémentaire. On pense là à Alain Delon, quand même. Tout à fait. Donc, vous voyez, si je me réveille à 3 heures du matin et puis tout d'un coup, je repense à une situation et j'ai des regrets, donc j'identifie, ok, ça c'est des regrets. Alors je vais me dire à moi-même, ok, Yves Alexandre, tu regrettes, tu es en train de regretter ce que tu as dit ou pas dit, fait ou pas fait, etc. Et puis après, j'ajoute la petite couche de normalisation. C'est l'acceptation, si vous voulez, mais j'aime bien ce terme. Alors, autocompassion aussi, normalisation. La phrase suivante, c'est OK d'éprouver des regrets. Tous les humains, tous, sans exception, éprouvent des regrets et vont continuer à en éprouver. C'est OK. Tu passes un moment un peu plus difficile. C'est OK. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Ah, demain, tu pourrais appeler l'ami en question. Et là, on passe sur les solutions. Ouais, c'est ça. Et on est sur la fameuse construction à ce moment-là. Ça, c'est intéressant. Donc, se parler à soi-même, l'endophasie, soliloquer, c'est encore autre chose. Hein. C'est parler à voix haute, hein, c'est ça? Ouais, ça, c'est autre chose. Là, on parle de la voix intérieure. Ouais. Et puis là, alors, l'image que j'aime bien et qui fonctionne quand j'ai des personnes qui sont en face de moi, c'est de leur demander si dans leur psychisme, dans leur voix intérieure, elles sont plutôt dans une salle de tribunal ou bien dans un bureau d'ingénieur. Autrement dit, est-ce qu'elles sont en train de se fustiger, de se blâmer ou de critiquer autrui, ou bien d'essayer de chercher des solutions? Parce que si le but des ruminations, c'est de passer à l'action et donc de résoudre des problèmes, vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez pour juger les personnes, ça ne résout rien du tout. Accuser quelqu'un, même on va dire malfrat, oui. Oui, même au sens d'un tribunal, vous pouvez lui infliger une peine, ça résout rien du tout. Alors il paye pour son crime, mais ça ne résout rien du tout. Ouais, ça résout pas le problème. Ce qui est fait est fait, ce qui est cassé est cassé. Ouais. Il y a une forme, il peut y avoir quand même une forme de réparation, évidemment, que la personne paye pour ça. Mais comme vous dites, alors ça, on va le voir aussi d'ailleurs dans la culpabilité. Sur la distanciation, est-ce que vous aviez envie d'ajouter quelque chose? Je pense, vous soulignez quand même l'importance dans l'ouvrage aussi de l'effet Zeigarnik. Je ne sais pas si je le prononce bien. Zeigarnik, oui. Comment vous dites? Zeigarnik. Oui, voilà, Zeigarnik. En quoi c'est important peut-être de le connaître? Oui, c'est cette fameuse mémoire prospective. Autrement dit, tant qu'on n'a pas achevé une tâche, elle aura tendance à se rappeler à notre souvenir, donc à faire des irruptions. Du reste, ça nous dit quelque chose sur le mode multitâche que beaucoup ont tendance à penser en termes de solutions, de vertus. Alors là, les études sont archi claires. Le cerveau n'est pas capable de faire du multitâche s'il n'y a pas une automatisation d'une des tâches. Puis surtout, c'est fatigant parce que vous devez toujours mettre en mémoire ce qui n'est pas fini pour passer à l'autre tâche, pour ensuite remettre en mémoire la seconde, et ainsi de suite. Donc, c'est de la fatigue. Oui. En fait, ça a été chiffré en termes de pertes au niveau des entreprises. Et c'est absolument incompréhensible qu'il y ait encore des dirigeants d'entreprises ou de services qui demandent à leurs collaboratrices, à leurs collaborateurs de faire en parallèle plusieurs tâches. C'est la maltraitance pour le cerveau. Allez, voilà, j'ai lâché le mot. Ouais, non, mais c'est bien de le dire parce que et puis d'ailleurs on s'auto-maltraite en croyant aussi soi-même qu'on peut être multitâche. C'est ça. D'ailleurs, donc on peut mettre la faute sur les autres, mais on peut aussi se dire que dans le quotidien, on n'est pas capable. Et puis en plus, on pense encore plus dans l'inconscient que les femmes sont multitâches. J'en rajoute une couche encore là-dessus. Mais j'avais envie de vous poser la question aussi, là, ce que vous avez cité par rapport à l'acceptation. On parle beaucoup des thérapies, des TCC, et je pense à ACT quand vous dites ça, parce que vous avez parlé plusieurs fois d'acceptation. J'ai fait plusieurs émissions, je pense avec des médecins psychiatres, le docteur Jean-Christophe Seznec, le docteur Philippe Prel sur l'anxiété. Ce qui est plus difficile quand on a ces ruminations, quand elles sont justement sur je me fais un film d'une peur que j'ai, vous parliez du chien tout à l'heure, ou de ce qui pourrait arriver à mes enfants mais qui n'existe pas, qui n'existera peut-être jamais. Comment est-ce que je peux traiter par exemple cette information ? Parce que c'est pas quelque chose de véritablement concret, c'est juste que je me fais des films, mon mental se fait des films tout seul, sur tout un tas de scénarios, mais du pire. Donc là, on est en prospective.
Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut le construire autrement ? Alors, on peut utiliser ici l'acte, la thérapie de l'acceptation et de l'engagement, ou les outils dédiés. Bon, on peut déjà faire une distanciation mentale, c'est-à-dire considérer que ces pensées ne sont que des pensées, en définitive. Et puis, c'est un petit peu comme si j'écoute une chaîne de radio, j'arrive pas à éteindre le poste, mais je suis pas obligé d'écouter, je peux le considérer comme bruit de fond. Donc, je peux, quelque part, considérer que le souci que je me fais, somme toute, ce n'est qu'un souci. Oui, sauf que chez certaines personnes, elles peuvent devenir obsessives. Oui, alors voilà, si tout d'un coup on est dans une obsession qui devient maladive, à nouveau, il y a des outils plus professionnels. Oui, d'accord. Par contre, là, on peut utiliser des outils, on va dire, qui sont valables pour tout le monde. On peut aussi, si on est capable de le faire, se parler à soi-même avec une voix rigolote. Parce que c'est clair que si je me dis on va tous mourir dans d'atroces souffrances à cause du réchauffement climatique, mais je me le dis avec la voix de Donald Duck, ça prend une autre tournure, c'est-à-dire c'est pas moi, il y a quelque chose qui colle pas et ça devient moins fort, donc on dit dépotential, ça dépotentialise la pensée. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que la thérapie métacognitive peut nous aider à ça ? C'est ce que vous disiez peut-être aussi, c'est-à-dire d'être en mode pas de côté, de voir la situation d'un point de vue plus général. L'humour aide à ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peuvent aider ? Alors, ce qui est très efficace, c'est un outil de cette thérapie métacognitive de Adrian Wells. On parlait de plan d'action tout à l'heure, donc faire comme si c'était fait. Si je me dis à moi-même, il ne faut pas que je pense à ce souci, c'est sûr que c'est raté parce qu'on a un effet rebond. Donc le souci viendra peut-être encore plus fort dans ma conscience. Par contre, je peux différer le moment de la rumination. Par exemple, je me réveille 3h du matin, j'ai mon souci qui est là, et là, si je dis à mon cerveau, non, il ne faut pas que tu penses, demain je dois être en forme, maintenant je veux dormir, c'est comme raté, si, là. Voilà, c'est comme si mon cerveau il dit, si je te réveille pour ça, c'est pas pour rien. Donc, je prends acte, puis je dis à mon cerveau, ok, c'est important, mais pas maintenant. Ce que je te propose, c'est que demain, au réveil, je prends une demi-heure pour y aller à bloc. Autrement dit... On prend date, quoi. Je peux différer le moment de la rumination. Je ne suis pas en train de niaiser mon cerveau puis de lui dire non, je ne veux pas y penser. Je suis en train de faire un plan d'action, pas maintenant, mais demain. Et ça, alors, ça fonctionne bien. Vous voyez, on reprend un peu le contrôle sur le moment de la rumination. Et c'est vrai que peut-être le lendemain matin, comme on le sait, habituellement, les soucis de la nuit, quand on se lève le lendemain matin, on se rend compte que c'est pas si terrible que ça. On note une petite entrée sur notre to-do list et puis c'est réglé. Finalement, ça va bien, quoi. Ouais. Alors, vous parliez d'Ethan Kross d'ailleurs tout à l'heure. J'aime bien cette citation, l'esprit humain est un esprit vagabond. Pour revenir sur cette idée qu'on n'est pas forcément fait pour nous attacher au présent, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup ces dernières décennies, on revient dans le moment présent. Alors, quand on voit qu'on est complètement distrait, qu'on saute d'un truc à l'autre, je pense que c'est bien qu'on ait conscience, qu'on est en vigilance, ça d'accord. Mais par contre, c'est normal en fait qu'on vagabonde comme ça. On avait dit qu'on en reparlerait, donc c'est pour ça que je reviens un peu dessus. Oui. Parce que ça, je trouve que c'est intéressant dans votre livre et vous déployez vraiment toute cette pensée-là. Oui. Et c'est bien, ça nous enlève justement de la pseudo-culpabilité. Je fais le lien parce qu'il faut qu'on y vienne, on approche de la fin. De cette pseudo-culpabilité de « ah là là, je suis dans la lune, je passe mon temps à penser à autre chose et je ne suis pas dans l'instant présent ». Oui. Alors, je le dis en parlant de bonheur, c'est peut-être encore plus ciblé. On a parfois tendance à lire ou à entendre que le bonheur, c'est dans l'instant présent. Ceci étant, quand j'attends mon train sur le quai de la gare qui ne vient pas, dans le présent, c'est pas du tout le bonheur, c'est l'ennui, grâce. Et là, il y a un truc. Vous voyez, après le bonheur, ça peut encore être le bonheur. Autrement dit, je suis toujours dans le présent. Personne ne peut vivre un autre temps que le moment présent. C'est une question d'attention. Mais je peux me souvenir de moments heureux. Vous voyez, si j'ai vécu un bon moment avec des amis, ok, sur le moment, j'ai pu apprécier. Mais après coup, je peux y revenir.
Et donc, j'ai des unités de bonheur en plus qui s'affichent au compteur. Et mieux encore, je peux anticiper les événements à venir. Et puis, je peux me dire, je vais revoir mes amis le week-end prochain. Et donc, je me projette dans l'avenir. Autrement dit, je peux être dans le présent de mon passé, le présent de mon futur, ou le présent de mon présent. Donc, je suis toujours dans le présent. Mais ça veut dire que mon attention, elle a ce pouvoir de se découpler de l'instant présent. Et ça... fort à parier que nous sommes les seules espèces vivantes, en tout cas, comme on peut le concevoir à l'heure actuelle, capables de ces voyages mentaux. Donc de dire que ça, ce serait une sorte de défaut ou de parasitage, j'ai quand même beaucoup de mal. Alors ça pourrait être aussi la troisième option que vous avez citée, de dire je me fais chier parce que je suis en train d'attendre mon train, j'ai froid. Et en même temps, je peux aussi, à ce moment-là, faire un retournement et de me dire, je suis quand même en bonne santé, ça va pas si mal, etc. Voilà, et de me dire... c'est une autre voie, d'ailleurs. Oui, c'est un outil très puissant, on appelle ça les comparaisons descendantes. Oui. Là, voilà, c'est la pensée positive, mais la vraie bonne pensée positive qui consiste pas à faire de l'angélisme, mais qui consiste à faire une comparaison avec le pire. Oui. Vous voyez, je suis en train d'attendre mon train, mais je suis dans un pays où il y a des trains, et mon train finira par venir. D'autres n'ont pas cette chance. Oui. Alors peut-être je suis pas en meilleure santé, mais d'autres ont des maladies encore plus terribles. Et quand on le fait comme ça, on voit bien que ça relativise aussi nos soucis. Ouais. Donc ça, je le dis simplement pour dire que c'est pas forcément tout mauvais non plus. Alors, parlons quand même de la culpabilité, parce que c'est vraiment intéressant. Ça a évidemment à voir avec les ruminations. La culpabilité, d'ailleurs, peut être une forme de rumination. On peut ruminer sur les regrets, etc. Oui. Je suis en train de réfléchir, comment est-ce qu'on va traiter ça en 10-15 minutes maximum. Alors, peut-être définir la culpabilité versus la pseudo-culpabilité. Oui. Voilà, déjà. Oui. Alors, je pense qu'il y a un abus de langage derrière la façon de nommer ces sentiments particuliers. Et là, je rappelle quand même que c'est un autre livre. Oui. Puisqu'on traite 2 ouvrages qui est plutôt assez rare dans Métamorphose, mais là, on trouvait que c'était intéressant parce qu'ils avaient à voir. Adieu la culpabilité, qui est aux éditions Jouvence, et Éloge des ruminations mentales chez Odile Jacob. Voilà, je rappelle, en cours de route. Ok, donc on dit « je me sens coupable », mais en fait, il faut aller plus loin. C'est pas « je me sens coupable », c'est « je suis coupable » ou « je ne suis pas coupable ». Autrement dit, est-ce que j'ai transgressé une règle, par exemple sociétale, qui amène un préjudice à autrui. Oui, c'est un fait objectif. C'est un fait objectif. J'ai cassé, j'ai blessé, j'ai insulté, j'ai violenté. Vous voyez, on a un vocabulaire très précis de la culpabilité. Et là, si on se rend compte qu'on a fait du mal, qu'on a causé un préjudice, qu'on a causé du tort à quelqu'un, le chemin, thinking is for doing, c'est reconnaître qu'on a fait du mal, c'est exprimer des regrets par rapport à ce qu'on a fait. Donc ça, c'est la partie émotionnelle. C'est évidemment promettre qu'on ne le refera plus. Ça, c'est capital. Oui. Et puis, la 4e étape aussi, c'est de proposer, se mettre à disposition pour une réparation. Mais vous voyez qu'on sort du sentiment. On sort du sentiment. Alors d'ailleurs, j'aimerais bien que vous notiez le protocole, parce que vous avez parlé rapidement là, des 4 étapes, mais on va quand même les nommer. C'est « j'ai eu tort »,« je regrette »,« comment puis-je réparer » et « je ne referai plus ». Oui. Et si on n'est pas dans ces 4 étapes, en réalité, on ne fait pas le processus et on peut se leurrer aussi. Oui, alors ce qu'on constate, c'est que parfois, le message qui consiste à demander pardon à quelqu'un, il ne passe pas parce que mon interlocuteur n'a pas entendu ce qui pour lui est crucial dans ces 4 étapes. Donc peut-être que je vais dire j'ai eu tort, mais l'autre veut entendre regret. Il veut savoir que je souffre, en quelque sorte, que je passe un moment désagréable à l'idée de ce que j'ai fait. Ou bien, pour d'autres personnes, je peux dire je regrette, mais tant que je ne me suis pas engagé à changer mon comportement, amender mon comportement, pour l'autre, c'est pas abouti. Puis pour d'autres encore, c'est vraiment la réparation. Du reste, en justice, on a cette idée de justice restauratrice ou restaurative maintenant. C'est-à-dire, c'est pas tout de s'autoflageller en disant j'aurais pas dû, j'ai eu tort, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de rétablir l'équilibre ? D'ailleurs, vous dites que parfois, il faudra même accepter de passer par une forme un peu d'humiliation pour soi, où on va tomber le masque pour
que l'autre oui. entende notre C'est souci de justice. Humilité, alors s'humilier, alors mais dans le bon sens du terme, dans le sens étymologique, humus, la terre, mettre le genou à terre. Quelque part, quand j'ai fait cet acte qui a causé du tort, j'ai pas demandé le consentement à l'autre. Si j'insulte quelqu'un, je ne dis pas d'abord est-ce que je peux t'insulter, s'il te plaît. Donc j'ai pris un ascendant sur lui. Et pour rétablir l'équilibre, à un moment donné, je dois adopter la position basse, donc je dois m'humilier devant lui en lui proposant quelque chose, mais il a la liberté de dire oui ou non. Donc je me mets à sa merci. Et c'est ça qui rétablit l'équilibre dans le processus. Il y a une forme d'autorisation, d'acceptation d'aller dans sa vulnérabilité, parce que là, on va toucher à ça. Hein. C'est exactement ça. Ouais. Et je pense que c'est justement ça, le moteur, ce qui fait que ça peut donner lieu à une réconciliation. Est-ce que c'est important de le faire tant pour soi que pour l'autre ? Parce que sinon, ça nous reviendra sous forme de rumination probablement, sauf si on n'a aucune empathie pour l'être humain et qu'il y a un autre cas possible chez certaines personnes, mais quand même. C'est ça. On le fait pour soigner le lien, bien sûr. Le but, c'est la réconciliation avec l'autre, mais avec soi-même aussi. On a ce double mouvement de réconciliation. Oui. Parce que là, on a cité des cas peut-être potentiellement assez graves, mais il y a des cas de culpabilité qui sont peut-être moins graves, mais quand même, on a quand même blessé l'autre. Par exemple. Ouais. Comme par exemple, là je vous prends un parti. Oui, alors comme par exemple, c'est ça, j'essaye de chercher, est-ce qu'il y a des petites... Alors, on va parler de la pseudo-culpabilité, mais là, on reste dans la culpabilité. La culpabilité... C'est des gros trucs. C'est des gros trucs, c'est des violations de règles. Par contre, vous voyez, si je n'insulte pas mon vis-à-vis, mais je dis quelque chose et qu'il se vexe, là, c'est pas du tout la même chose. Et si, d'aventure, je produisais un mea culpa avec les 4 étapes, ce serait cette fois une humiliation pour l'autre. Oui. C'est-à-dire que c'est lui qui décide ou pas de se vexer. Vous savez, les émotions, c'est pas le fruit des actions, c'est le fruit des interprétations des actions. Donc là, ça veut dire que je bafoue son libre arbitre et sa façon d'interpréter les choses. Parce que si je dis quelque chose qui est mal pris par mon interlocuteur, il peut aussi tout d'un coup me dire « Oh, ta langue a fourché, je vais pas t'en tenir rigueur. » Ou bien « Ah, plus jamais je te parle, tu es un fourbe. » Ça dépend de lui, pas de moi. Et je dois lui laisser cette liberté. Alors, je parle d'une situation où quelqu'un, par exemple, aurait fait quelque chose d'un peu mal, qui n'est pas bien. C'est quoi un peu mal? Alors, quelqu'un qui a mal agi, il a dit quelque chose il a dit à son enfant, t'es méchant d'un point de vue global, t'es nul, tu feras jamais rien de ta vie. Ok, ça c'est clairement, c'est pas rien. C'est grave. Ouais, c'est grave. Juger quelqu'un, en plus de ça, son enfant, et puis lui mettre des étiquettes comme méchant et nul, ça c'est clairement culpabilité. Donc on a le coparent qui rentre dans une colère noire et qui se met à crier, mais violemment. Il n'y a pas de geste, mais vraiment ils disent franchement tu peux pas traiter notre enfant comme ça. Et qui lui hurle dessus. Eh ben, là, je parle pas de celui du premier, je parle du deuxième, je parle du coparent. Lui, est-ce qu'il est dans un fait avéré de culpabilité ? Hurler sur quelqu'un... voilà, donc lui aussi, il est aussi... Voilà. D'accord. Donc lui, même s'il répondait à une agression, c'est-à-dire qu'il traitait un agresseur. Il a donné un coup de patte pour dire « Arrête de traiter l'enfant comme ça ». Si je frappe quelqu'un pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas frapper quelqu'un d'autre, vous voyez la différence. Par contre, si le coparent, il pleure dans son coin, on va dire comme ça, mais quand je vois comme tu as traité notre enfant, ça me rend très triste. Là, on voit bien la partie interprétative, parce que le coparent pourrait dire « Allez, stop, je te propose de sortir, on pose les choses, on va discuter, ou bien alors je vais dans mon coin puis je commence à pleurer, ou bien je le frappe en l'insultant, ou bien... » Mais ça, c'est sa liberté. Et je ne peux pas endosser une culpabilité, elle devient pseudo justement, du choix de quelqu'un d'autre. Autrement, c'est faire acte de toute puissance et c'est dénier le libre arbitre de l'autre. Alors justement, la pseudo-culpabilité, quelles sont les situations où on est finalement la plupart du temps dans le pseudo et pas dans la culpabilité, où on confond les deux ? Alors, c'est souvent quand notre interlocuteur ou d'autres personnes vivent des émotions désagréables. Vous voyez, agresser quelqu'un, lui donner un coup, il y a quelque part une prise de pouvoir sur lui. Mais être en interaction avec une personne qui vit des émotions, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la peur ou autre, ça c'est normal, ça c'est la vie.
Donc si une personne s'énerve, quelque part, c'est de son fait de s'énerver. C'est pour ça qu'en communication non violente, par exemple, on est toujours sur la première personne du singulier quand on exprime notre ressenti. Je suis fâché lorsque tu fais cela, et non pas tu m'énerves, qui est une façon de le culpabiliser. Donc la pseudo-culpabilité, en fait, elle est extrêmement répandue. Et ça, vous dites, c'est important d'en avoir conscience pour pouvoir s'en défaire, parce qu'elle nous pourrit la vie, en réalité. Elle nous pourrit la vie, mais on voit que c'est un phénomène un peu ambigu, parce que d'un autre côté, c'est comme si ça nous donnait une sorte d'impression de toute puissance, de pouvoir contrôler les autres, ou en tout cas les influencer suffisamment par rapport à leurs émotions. Alors qu'en réalité, non, je peux faire ce que je veux, l'autre va ressentir en fonction de ses interprétations. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là quand on en prend conscience ? Alors, de même qu'on a les étapes d'un mea culpa, où on va présenter des excuses, je pense qu'ici, l'outil adéquat, c'est ce qu'on appelle la compassion. Parce qu'effectivement, si en face de moi, quelqu'un s'énerve, et puis que je lui dis, écoute, c'est tes affaires, moi j'en ai rien, je pense Pilate, je m'en lave les mains, ça va pas faire du bien au lien. Mais par contre, si j'entre en compassion avec la personne, c'est-à-dire que je reconnais que la personne est fâchée, mais je prends pas sur moi, donc je vais dire quelque chose comme, je vois bien que tu es fâché, et puis après, est-ce que tu aimerais qu'on en parle ? Là, on fait de nouveau le chemin vers l'autre pour pouvoir... parler, alors j'aimerais que tu te comportes autrement, mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ou pas ? Est-ce que j'ai enfreint une règle ou pas ? Vous voyez, on revient sur cette ligne de démarcation. Sachant qu'on revient aussi sur la question des émotions, à nouveau, qui est cruciale. Là, vous avez cité la CNV à l'instant. Il y a quand même cette prise de conscience que je vais chercher, effectivement, comme vous le disiez très bien, à réparer. Mais pour ça, pour aller vers cette réparation, il faut quand même que je sois équipée pour nourrir ce bon lien. Oui, et on parlait d'intelligence émotionnelle, ça va bien. C'est l'acceptation de tous ces ressentis. Vous voyez, du moment où je fais mien l'idée que quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je fasse pas, quoi que enfin, voilà, on a les quatre possibilités. Les autres et moi, on va continuer à vivre des émotions. La tristesse, la peur, la colère, les regrets. Le jour où quelqu'un me dit qu'il n'a pas de regrets, vous savez, des fois on voit des tatouages, no regrets, je me dis, oh là là, voilà une personne qui n'apprend pas beaucoup de ses erreurs. Moi, je suis un être humain, je suis totalement faillible, je commets des erreurs. Et par changer des regrets. Je ne me complais pas dans mes regrets, mais mes regrets sont une source d'amélioration. Vous voyez, toutes ces émotions-là, elles nous apprennent quelque chose et on peut en apprendre. Encore faut-il accepter de les vivre et non pas essayer de les mettre à distance. Oui, on peut ne pas avoir de regrets dans le sens où on a conscience qu'on ne pourra pas revivre ça. Donc en revanche, on ne veut pas repartir dans cette direction et en même temps, peut-être que cette erreur m'a mis sur un autre chemin et donc fait tellement partie de moi que finalement, je l'accueille aussi. Oui, et on arrive vers cette idée d'acceptation. Peut-être que c'est ça, à un moment donné dans ces ruminations, si on revient au thème des ruminations, qu'il y a un stop, que je continue encore à réfléchir à certaines situations, n'apportera plus rien. Et il y a un constat. Mais le constat est douloureux. Le monde est injuste. Le monde est incertain. Les êtres humains sont faillibles. On commet tous des erreurs. Vous voyez, puis à un moment donné, si j'intègre ça, ça ne veut pas dire que je baisse les bras, ce qui serait de la résignation, mais j'entre dans une acceptation. Soumission tranquille. Soumission tranquille à la réalité dans tout ce qu'elle a de beau et de cruel. J'aime bien ce terme de soumission tranquille. C'est pas mal. La première fois que je l'entends. C'est pas de moi, mais je pourrais plus vous dire où je l'ai lu. Ah oui, mais il est dans votre livre, il m'a pas semblé le voir. Non, je l'ai lu après coup. Mais j'aime bien ce terme. En tout cas, merci infiniment. On pourrait tirer tellement de fils parce que vous donnez beaucoup d'outils dans vos ouvrages. Et puis voilà, on n'a pas pu forcément tout passer en revue, mais l'idée, c'est justement de pouvoir approfondir avec vos livres. Vous parlez aussi d'analphabétisme émotionnel. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on a envie aussi de nous dire à soi-même et de dire à l'humanité, passons peut-être à un autre stade de maturité. Ce serait quand même aussi chouette pour nous tous. Merci infiniment, en tout cas, Yves-Alexandre Talman, d'être venu faire un tour au micro de Métamorphose pour la première fois et nous aider à y voir plus clair dans ce dialogue intérieur, parce que finalement, il s'agit aussi de ça. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Adieu la culpabilité aux éditions Jouvence et Éloge des ruminations mentales,
chez Odile Jacob. Et puis, je cite aussi un ouvrage qui vient de sortir en Suisse, L'envers du développement personnel, 20 croyances qui ne font pas forcément du bien, que vous signez avec Mathieu, je crois. Ouais, l'illustrateur. Voilà, l'illustrateur, c'est aux éditions 41. Merci. Et puis, si vous voulez suivre l'actualité du podcast Métamorphose sur notre site internet, abonnez-vous à notre newsletter métamorphosepodcast.com. Vous retrouverez des conseils, des actualités, des bons plans un peu hors des sentiers battus. Merci à vous. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.